Nous avons avec nous deux autres témoins. Monastès, au nom de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Bonjour, Madame Monastès. Et nous avons également du regroupement des femmes, des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, Madame Mathilde Trou, qui est la co-responsable des dossiers politiques et des communications. Alors, si vous voulez bien, Mesdames et Messieurs, je vais demander à Madame Monastès de faire sa présentation. Je vous rappelle, si c'était possible, de limiter vos présentations environ 5 ou 6 minutes, puisque nous voulons utiliser le temps également pour avoir l'opportunité d'échanger avec vous, évidemment, sur la base de vos témoignages. Alors, Madame Monastès, si vous voulez bien débuter. Alors, d'entrée de jeu, je remercie le comité sénatorial de bien vouloir nous entendre et de votre invitation. Alors, d'entrée de jeu, nous tenons à rappeler les obligations internationales et nationales du gouvernement fédéral en ce qui a trait aux droits des femmes, particulièrement la déclaration pour l'élimination des violences faites aux femmes et la convention contre les discriminations envers les femmes. On voit que dans le projet de loi, il y a un souci. On cite la Convention pour les droits des enfants, mais on ne cite pas ces conventions relatives à la violence faite aux femmes, qui sont pourtant centrales quand on parle d'intérêt de l'enfant et de violence familiale et conjugale quand il y a la question de la loi du divorce et bien sûr de la détermination de la garde des enfants. Alors, notre analyse souligne divers aspects du projet de loi C-78, y compris ceux qui exigent une communication et une coopération entre les époux, ainsi que les façons imprévues dont certains aspects de la communication et de la coopération attendus des parents au cours d'actions en divorce peuvent occulter les réalités de violence familiale et conjugale et risquer de mettre en danger des femmes et des enfants. La définition large de la violence familiale déjà incluse dans le projet de loi démontre une compréhension du caractère complexe et omniprésent de la violence familiale et il est important que tous les aspects du projet de loi soient formulés en conséquence et en tenant compte de la complexité et de l'omniprésence des répercussions de la violence passée et même des cas de violences sexuelles et du fait que ces violences ne prennent pas fin simplement à cause du début d'action en divorce. Il ne manque pas de données probantes à l'effet que la violence des ex-conjoints s'intensifie souvent dans les mois qui suivent une séparation, faisant de cette période la plus à risque d'homicide pour bon nombre de femmes victimes de violences et leurs enfants. Par conséquent, exiger que les mères continuent de communiquer et de coopérer avec un époux violent est non seulement inapproprié, mais dangereux pour leur sécurité. Pourtant, on voit encore aujourd'hui des mères qui sont légitimement incapables ou réticentes à coopérer avec un conjoint violent, être désapprouvées par les tribunaux, pouvant même perdre la garde des enfants au profit d'un conjoint violent. Nous avons des inquiétudes aussi qui sont partagées par nombre de chercheurs qui voient de plus en plus d'intervenants mettre en doute la parole des femmes à propos de la violence qu'elles ont vécue. Ces femmes sont alors soupçonnées d'invoquer la violence de leur conjoint pour leur enlever leur droit de garde. Plusieurs qualifient d'ailleurs cette situation pour les femmes violentées de no-win situation. En effet, si la mère violentée ne rapporte pas le fait que ses enfants ont été témoins ou victimes de la violence du père dans le but de les protéger, elles peuvent perdre alors la garde de ceux-ci parce qu'elle est censée assurer leur protection. Cependant, si c'est le cas et qu'elle dénonce le père, alors elle est accusée d'aliéner les enfants et perd encore une fois cette garde de ses enfants au profit du père violent.
Il y a plusieurs auteurs qui précisent que lorsqu'il est question d'accès ou de contact entre l'enfant et le conjoint agresseur, les sévices semblent avoir relativement peu d'effet sur une restriction des contacts et sur leur régulation par une surveillance. Madame Boyd, en 2002, renchérit en précisant la préférence pour une participation des deux parents à la vie de l'enfant peut conduire au préjugé que la perspective de vivre dans une famille brisée est pire que celle de demeurer dans un foyer fracturé par des comportements d'agression. Par conséquent, les dispositions relatives à la coopération et à la communication doivent demeurer souples et indiquer clairement qu'elles ne peuvent être appropriées et ne doivent pas être exigées dans les cas où existe le moindre antécédent de violence familiale ou conjugale. La définition de la violence conjugale incluse dans le projet de loi exclut à juste titre la légitime défense. Cependant, certaines causes démontrent un manque de compréhension des diverses façons dont les femmes résistent et survivent à la violence familiale. Nous espérons que l'identification de certains modèles de coercition et de contrôle aideront les tribunaux à comprendre la dynamique de la violence familiale et conjugale et que les actes de résistance et de survie des femmes victimes de violences ne seront plus considérés comme des actes de violence familiale. Nous sommes en faveur de maintenir plutôt que de modifier aussi les termes habituels et clairs de garde et de droit de visite dans la loi du divorce. De plus, nous proposons que les décisions que le parent ayant la garde a le pouvoir de prendre et les types de décisions qui peuvent être également prises par le parent ayant un droit de visite soient précisés davantage dans le projet de loi C-78. Et je voudrais aussi rajouter un point en ce qui concerne les règlements des différends familiaux. On propose plutôt que d'exiger que les conseillers juridiques encouragent toujours le règlement des différends. Nous recommandons que le projet de loi soit révisé pour appeler tous les conseillers juridiques à informer pleinement les époux sur l'ensemble des mécanismes qui leur sont offerts. Cette modification fera en sorte que toutes les femmes obtiendront de l'information sur la gamme complète des processus disponibles afin qu'elles puissent faire un choix significatif quant au type de mécanisme qui convient le mieux à leur situation et à leurs besoins. Nous croyons que la mention actuelle de l'opportunité dans cette disposition du projet de loi n'est pas suffisante et qu'elle fera en sorte que la résolution des différends familiaux deviendra le mécanisme par défaut, y compris dans les cas de violence familiale où il risque de fragiliser la sécurité physique et psychologique des mères et de leurs enfants. Alors, de façon générale, ce qu'on voudrait, on est tout à fait d'accord avec l'introduction dans le préambule d'une définition de la violence familiale, mais aussi, il faut comprendre que dans les cas où il y a des litiges de garde en lien avec la loi du divorce, souvent, ce sont des cas où il y a de la violence conjugale et il faut tenir compte de l'aspect sexo-spécifique de la violence familiale, donc introduire le concept de violence familiale dans le continuum des violences faites aux femmes. Et bien sûr, et ça nous saluons les efforts de mieux déterminer qu'est-ce qu'on entend par l'intérêt de l'enfant, qui soit au cœur justement du projet de loi. Il y a déjà des éléments quand il y a de la violence conjugale, la violence familiale, qui déterminent plus spécifiquement comment on doit évaluer l'intérêt de l'enfant. Et ça, pour nous, c'est vraiment primordial. Et je dois saluer ce projet de loi qui est vraiment novateur parce que c'est la première fois qu'on introduit justement des balises pour l'intérêt de l'enfant en précisant qu'est-ce qu'on entend par violence familiale. Alors, d'entrée de jeu, je m'arrêterai là et pour continuer par la suite.